einfach war. Ja, wie wenn es gerade so einfach wäre. Naître de la guerre. L'expérience de la guerre est pour Beckmann une blessure profonde et brûlante. Mais c'est une expérience de vie et de mort, de temps et d'éternité, d'être et de non-être. Par là, elle donne du sens à toute son existence et à toute son œuvre, servant aussi de lien intime entre l'histoire alsacienne et la personnalité poétique. De génération. Le roman Les Nuits de Fastov paraît en 1968. Ce titre, ce sujet semble complètement décalé à première vue. Voilà quelqu'un qui nous parle de la guerre, alors que c'est précisément une nouvelle génération, celle de 68, qui prend la parole. Et ce livre est accompagné d'un autre livre, Sechs Briefe aus Berlin. Pour le rédacteur quadragénaire de Lettres de Berlin, il était difficile mais indispensable de dialoguer avec les étudiants de Mai, de leur expliquer le passé. Il pressent et constate, avec cette avance que lui procure le contact avec les étudiants d'Outre-Rhin, que les fils vont juger les pères. Il ne va pas dire en premier lieu la révolte contre les pères, ce n'est pas l'urgence pour lui, cela viendra avec force. Mais voilà, le passage par les nuits de Fastov est indispensable pour conquérir le droit, l'autorité de dire la suite. Et pour devenir une figure d'autorité, selon l'expression de Charlotte Herfray, la littérature est de ce point de vue capital. Sans elle, tout n'est que silence. Aucun récit collectif cohérent et crédible ne se constitue. Car la nation française n'a pas de story pour notre histoire alsacienne. Heureusement, Beckmann vint. Il parlait une langue à lui, vite repérée, toujours actuelle aujourd'hui, dans sa violence parfois. Il se voulait voix et sans voix, Sprachrohr der Mundtot. Mais pas seulement du prolétariat. Les intellectuels étaient bien davantage sans voix. Sans être bourgeois, ils étaent simplement inaudibles pour la plupart. Il n'y avait pas de parole publique, ni grille de lecture, ni schéma de prise de parole. L'auteur, l'autorité, dit encore Charlotte Herfray, augmente le capital culturel. À nous de transmettre le capital Beckmann. La force de son œuvre réside en effet dans une empathie avec la génération de 68 qui prend la parole et avec qui le poète se bat, doublé du lien avec la génération précédente à qui il donne une parole qu'elle n'a pas pu prendre ou qu'elle n'a pas voulu prendre, ne voulant plus parler de ça, prêtez-moi le microphone. Qu'elle n'a jamais pu prendre, car ce livre remplit une autre fonction. Il comble le vide tragique que constitue l'absence de sépulture, le mensonge des monuments, l'impertinence du drapeau de l'une ou de l'autre nation. Car quel drapeau inclinerais-je devant leurs monuments qui portent tous un pieux mensonge? Ils ne sont pas morts pour la patrie, et le chant dit d'honneur n'a été que celui de notre désespoir.
Car dans quel cimetière irai-je déposer ma couronne? Leurs cadavres sont dispersés à tous les vents. André Beckman renouvelle ainsi la geste d'Antigone envers son frère, se battant pour la dignité d'une sépulture. La guerre, c'est cette expérience profondément inscrite dans son âme et dans son corps, ces blessures inguérissables. C'est aussi là que s'inscrivent les racines d'un humanisme concret qui rejoint, par son caractère tragique même, les enseignements chrétiens de l'enfance. Un principe pragmatique, poétique et spirituel pour comprendre la violence et la mort que sans cesse les hommes s'infligent. La leçon a donc chez André un caractère concret, profondément personnel et général ou universel. André part, un jour de 1943, emportant avec lui son enfance et laissant derrière lui un monde harmonieux, homogène et en dialecte. Jeux et travaux de la campagne, une enfance de petit villageois, mais dans l'auberge de ses parents, au passage des trains, le garçon entendait parler plusieurs langues déjà et côtoyait des mondes plutôt divers. À 19 ans, André emmène tout cela en Norvège, en Pologne, dans les pays baltes, en Ukraine. L'angoisse, la mort ou la survie est le plus fondamental, l'élémentaire absolu, être ou ne pas être. La fuite. Où es-tu, mon fils? Le chien a perdu ta piste. Je suis là, père. Je me suis allongé entre 4 tournesols qui supportent mon ciel. Monsieur Koulenko joue de la balaïka et le murmure de la plaine court en léger vibrato le long de l'enclos. La plaine, père. La vois-tu? La plaine noire et verte. C'est cela, l'Ukraine. Je me suis fiancé avec elle, père. La terre sur ma bouche et mon sang sur la terre. Nous nous sommes tenus dans les bras, ma fiancée et moi. Les filles par ici ont le regard vert des étangs. Les filles ont la peau blanche des bouleaux et les cheveux dorés du tournesol. Les patrouilles de peupliers se croisent et la terre palpite. La terre noire et verte, ma plaine, et la fièvre bourdonne en moi comme un grand champ d'Ukraine. Bientôt tombera la neige. Où es-tu, mon fils? Je t'ai cherché sur toutes les cartes et ne t'ai trouvé. J'ai dû retirer toute une ligne de petits drapeaux de la Baltique à la mer Noire. Et je crains que tu ne sois resté au-delà, dans le pays abandonné. Oui, père, je suis là. Je reviens de Fastov où nous avons enterré un garçon qui se nommait Bramberg. Il venait d'avoir 17 ans. Nous avons tiré une salve d'adieu et chanté « J'avais un camarade ». Puis Théo a coché. Ce fut un sermon émouvant. Je me souviens d'une phrase très belle. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses frères. Et je me souviens de mon réveil. Un régiment de haches frappe les troncs, les branches crépitent, le sol hoquette, des cris égrelets traversent les races et fait silence. Ouais! Ouais! Le ouais! Russe est une lame rouillée qui vous transperce de part en part. Je suis seul sous ma tente, et à travers l'ouverture, je vois les nôtres qui se replient d'arbre en arbre, la mitraillette à la hanche. Ils m'ont oublié. Ils m'ont abandonné.
seul. J'arrache le piquet. La toile tombe et me recouvre. Je laisse passer la vague d'assaut, puis on viendra ramasser mes blessés et je livre. Mais le sol vibre. Le sol transmet le grincement des chenilles, le grondement des moteurs. Les chars arrivent. Le char va passer sur ton corps et tourner lentement. Un petit braquage à droite, un petit braquage à gauche, et la carcasse craque, et la chaîne s'étale. Je me débarrasse de mon linceul, me voici à l'air libre, absolument seul sous les rafales qui déchiquettent les arbres à hauteur. Ma jambe ne me porte plus. Je prends un fusil pour Pékin et je crie. Je crie. Un homme vient vers moi. Un homme a fait demi-tour et marche vers moi d'un pas tranquille à travers la pluie de copeaux de bois et de fer. C'est le vieux. Il me saisit sous le bras. Viens, mon petit. Le vieux m'entraîne et de temps à autre m'adosse contre un arbre, me fait un bouclier de son corps et, posément, de 2 rafales, nous dégage. Viens, mon petit. Il se pourrait qu'un jour, nous retournions à nos écoles. Il se pourrait qu'un jour, nous reprenions Virgile, una salus victis, nullam sperare salutem. Viens, petit. Il n'est plus de salut en M. de Grut, ni en personne. Il n'en est que dans le désespoir, la fraternité du désespoir. Et nous ne retournerons plus à nos écoles. Non, car ça n'a plus de sens. On exigerait de nous la justification de la folie, l'apologie de l'absurde, ou bien nous nous assoupirions une fois de plus au creux d'irréelles humanités. Alors il n'y a plus qu'une seule vérité, un bras d'adolescent meurtri autour du cou d'un vieil homme. Mais de cela non plus, nous ne parlerons jamais, car cette image mettrait d'autres armées en marche, d'autres aberrations, d'autres héroïsmes déraisonnables, et nous emporterions le péché. Viens, mon petit, viens. La forêt brûle, les arbres saignent, les arbres éclatent en grands lambeaux. Le vieux m'entraîne toujours plus loin. Le vieux ne s'arrête plus, car ses chargeurs sont vides. Le vieux, effroyablement muet. Le vieux, dans sa marche lourde, un fardeau de vie sur son dos, tout droit, vers la ligne de Panzer, là-bas. Une autre, mon capitaine, une autre. La croix sur les flancs. On va te coucher sur un brancard, on va te mettre dans une ambulance, et les chars te feront une escorte formidable à travers le pays ennemi. Et enfin, ce sera le lit blanc, la quiétude blanche, les rêves, les grands rêves qu'on nourrit le jour et qui, fidèlement, vous reprennent chaque soir. Mais le vieux me plaque au sol. Le vieux me couvre de son corps. Nos chars sont occupés par des Russes. Ils ouvrent un feu nourri et la flûte reprend. De vers de terre, l'un entraînant l'autre, rampant à travers les fontaines de terre et de feu, à travers l'île terrain, à travers l'île mort. Una salus victis, nullam sperare salutem.
pulsions sanglantes, au désir affreux. Et maintenant tout est fini. Les hommes dorment dans la terre et sur la terre, et la terre dort, lasse, épuisée la lesbienne, saisie par la nuit et la glace dans son dernier orgasme. Sur le tableau noir de la salle d'école, quelqu'un a dessiné un buste de femme. Le type à côté de moi n'a plus de visage. Il s'en tirera, a dit le toubib. Et c'est ainsi que se termine ton aventure, lamentablement. Quand tu partis, voici 10 mois, on te promit de secouer ta virilité nordique, enquistée dans une torpeur spécifiquement française. On jura de faire de toi un être d'acier et de glace. Ils te frappèrent à coups de crosse. Ils soumirent tes muscles à un dressage forcené et ils ridiculisèrent l'homme. Rappelle-toi, ces parades en chemise de nuit et sans autres caprices méchants qui passèrent sur toi comme autant de rouleaux compresseurs. Mais toi, tu souriais. Mais toi, tu gardais la foi. Tu étais sûr que tu resterais toi-même, malgré tout, toujours, car tu n'étais pas des leurs. Et tu avais déjà rêvé ta légende. Puis ils te promirent des soifs ardentes, des breuvages mystérieux, l'ivresse des conquérants, des croix, des étoiles, une mythologie appropriée, et la grandiose épopée des races nobles. Mais toi, tu souriais toujours. Tu étais sûr que cela se passerait tout autrement, car tu avais déjà rêvé ta légende. Ils essayèrent enfin de te compromettre. Ils te tendirent des pièges et ils t'entourèrent d'espions. Mais toi, tu gardais ton espérance, car tu t'étais rêvé une légende à la mesure de tes 18 ans, à la mesure de ta fidélité, car tu l'avais préparée minutieusement ta légende, détaillée, compliquée, douloureuse, héroïque. Pourquoi ne pas l'avouer jusqu'à la fin? Et tu acceptais cette femme au cœur serein, croyant que la terre d'Europe te serait chaude et embaumée. Ô mon héros du roman feuilleton. Mais tu avais oublié un détail. Tu avais oublié d'en fixer l'heure. Attends, pourri. Pour moi, c'est la fin, pense-t-il à plusieurs reprises, surtout à Fastov, en ce mois de novembre 1944. Et à 2 reprises, une intervention providentielle, angélique, vient le sauver à la dernière extrémité. Una salus mutis nullam sperare salutem, écrit-il, donc citant Virgile, c'est-à-dire le seul espoir du vaincu, c'est de ne rien espérer. Une confiance lumineuse et la foi viennent contempler a posteriori ce salut. Culpabilité aussi, celle d'avoir donné un ordre qui vouait un soldat à une mort presque certaine. Je l'ai tué. Il m'a suffi de donner un ordre. Et cet ordre l'a tué. Cela s'est passé si rapidement, comme un enchaînement logique des choses. Mais qui donc commande ici? A crié quelqu'un. Moi, et j'ai répondu. Et en 1000 phrases, tout fut dit. Ce fut une de ces phrases qui semblent vous venir d'ailleurs. De cette ombre, par exemple, qui chemine toujours avec vous et que vous ne finissez jamais de découvrir. Est-ce elle qui enregistre vos pensées les plus secrètes, en fait l'analyse, la synthèse et le classement? Et il suffira que dans une situation donnée, elle transmette une impulsion pour que la phrase jaillisse, nette et sans arrêt. La neige
et si fraîche sur mon visage en feu. Les brancardiers font la navette, tels des automates. Ce sont des prisonniers russes. La neige est si pure qui tombe de ce ciel. Ramberg, Egon Ramberg, 17 ans. Élevé par le parti, François. Pas eu le temps de vous comprendre, François. Je n'ai pas eu le temps de... Sinon, c'est fait maintenant. Il repose en paix, sous la neige blanche, sous la neige pure. Quant à moi, j'emporterai le souvenir et j'emporterai le remords. Mais la porte s'ouvre et un groupe de fantassins fait irruption, la grenade à la main. Derrière eux, un lieutenant hurlé. House! Vite! On va être pris en tenaille! L'un d'eux est resté. Il se laisse tomber sur un tablage. Il enlève son casque et je l'entends murmurer en français. Ouf, ça y est. Tu es français? Il saute sur son arme. Qui est là? Je suis alsacien. Ceci, c'est virus. Que fais-tu là? On va oublier. Viens, Mais on passera plus! viens. Quand on est dans cet état-là, vaut mieux rentrer chez papa-maman. Et l'inconnu me porta à travers la ville en feu. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Retournez là-bas. D'où es-tu? Lui dis-je encore. Il était déjà loin. Le train s'ébranla, puis un choc brutal le secoua. Une locomotive lancée par des partisans sur son arrière à pleine vitesse. On décrocha le dernier wagon, on en retira les blessés. Par chance, personne n'avait été tué. Le train s'ébranla une deuxième fois, et, tandis que la ville de Berlichef brûlait et se rendait au ciel, il s'enfonça dans la nuit. Qu'était Beckmann nous parle de ce que l'on connaît. La Bérésina, la retraite de Russie de Napoléon avec l'aigle baissant la tête et la neige, et la morne plaine. Cauchemar culturel historique de tout petit français avec une certaine grandeur. En même temps, obstinément, il fait émerger une géographie inconnue de nous. Refusée, car les discours de nos pères ne passaient pas. Tu ne peux pas comprendre, me disait mon père. Qu'est-ce que tu me parles de communisme? Va chez les Russes. Obstinément, Beckmann reprend cette géographie, étouffée par la guerre froide et l'Union soviétique, en nous la rendant poétique. À la fois exotique, trop poétique et angoissante. Pour moi, qui ne connais pas ce pays, cela semble inventé. Longtemps, j'ai pensé que le titre Les Nuits de Fastov devait faire russe, mais que Fastov était une utopie. J'ai découvert ensuite que cela se trouvait bien en Ukraine, avec Berdichev, Kiev, Jitomir, Kasatin. Les lieux de Pologne étaient plus familiers, avec Lublin et Majdanek. Tiens, Majdanek, qui donc disait que personne ne savait ce qui se passait? S'il y avait eu, l'autre soir, ces camions chargés de cris de bêtes qui passaient devant l'hôpital. Ce sont des juifs, me dit le coiffeur béton. On les extermine tous, hommes, femmes et enfants. La Russie est comme mirage qui tue. Rêve et cauchemar, l'image de la cigogne bleue, la cigogne, la petite ville, la plaine de Lille, l'école chic, mais ce lieu paradisiaque se transforme très vite en lieu horrible, où la cigogne avale le paysage, le pré salive, la plaine n'a plus de fin, la planète est rasée, elle a 100 000 trous. Et voici la cigogne qui se hasarde hors du bois. Pourquoi a-t-elle quitté son pré gras à l'ombre de ma petite ville? La vois-tu, à la fois pantin et totem, avancer à découvert sur cette planète rasée qui vous épie de ses 100 000 trous? J'attends ce bruit de bain flasque quand la pâte s'arrache
de la succion boueuse. Et j'attends la rafale. La cigogne, dirait-on, est comme une sorte d'identification spontanée et magique du soldat. Dans sa pensée entantinée et primitive, le pantin, lui, renvoyant à l'absurdité de la situation. Pensée fétichiste pour une guerre moderne. Le soldat Franz aspire à une seule chose, s'accrocher à un dieu, où que ce soit. Quel qu'il soit, ce nom en off, en aya, en hélico, en leva, il nous appartiendra. Nous y fixerons nos photos, nous y creuserons nos latrines, nous y allumerons nos feux. Nous y serons chez nous, dans nos pions de torchis, dans nos appartements enterrés. J'ai hâte de rentrer chez moi. Les derniers mots traduisent ce breakdown inévitable dès que l'on se laisse aller à formuler un quelconque Irgendwo. Le mal de pays auront alors les digues. La nostalgie envahit celui qui n'est encore qu'un adolescent, et qui, tel un enfant que l'on arrache à sa mère ou au père, est emporté par le convoi. Ces héros rêvaient tous d'une petite vie dans des draps blancs, dans un lazaret, un hôpital militaire, avec une séduisante et maternelle infirmière. As-tu vu la cigogne bleue? L'as-tu vu descendre des vignes dans le pré? Qu'il est gras ce pré, qu'il est voluptueux, tout gonflé de laitos brillants de baisers humides, qu'il est impudique sous la lampe du soleil, et toutes les venelles de l'île ne suffisent à irriguer sa soif d'amour. À l'est court le Rhin, ce mâle sourd et obstiné, ce flagellant furieux, dans son incessant galop jusqu'au bout de sa destinée océane. La langue hors du mufle, le dos arc-bouté, ces milliers d'échines jouant un saute-mouton dans une bousculade effrénée. La petite ville est assise au bout du pré. La vois-tu? Habillée de cuir bouilli, de roux, de vert de gris, de couleur de poussière. Le soleil a relevé les visières des maisons. Elles se regardent, absentes et muettes. L'église porte un casque suédois. La petite ville, je l'ai vue bailler d'ennui. La grande place vidée de son général. Et que de képis n'y ai-je rencontré? Du fonctionnaire prussien, du gendarme vosgien, du Guillaume II, du sous-préfet corse, du monument aux morts et des dignitaires répartis.